Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, on va continuer le chapitre TCP/IP. Dans la première partie du chapitre, on a parlé essentiellement de l'architecture du modèle TCP/IP, les fameux 4 couches, couche application, transport, internet et accès, d'accord? Et on a expliqué, on s'est arrêté plutôt dans la couche internet. On a parlé de l'adressage IP, on a compris comment écrire une adresse IP, comment l'interpréter, d'accord? Et maintenant, il reste à parler du routage, qui est la deuxième fonction de la couche internet. Donc, chaque machine qui fonctionne avec le TCP/IP, une fois elle reçoit les données de la couche transport, elle va ajouter l'entête IP, qui contient essentiellement l'adresse IP source et destination. Et maintenant, elle va décider comment faire le routage du paquet. Alors ça veut dire quoi, routage? Le routage, c'est le fait de trouver le chemin vers la destination. Donc sur une machine par exemple, on peut trouver 2 cartes réseau. Donc maintenant, si je vais me connecter à www.google.com par exemple, donc la machine doit savoir sur quelle carte réseau par exemple elle doit faire sortir le paquet, d'accord? Donc pour cela, elle doit se baser sur l'adresse IP destination. Donc chaque fois la machine elle lit l'adresse IP destination, et en se basant sur ce qu'on va appeler après la table de routage, donc elle va décider par quel chemin le paquet va sortir, d'accord? Alors le paquet va sortir, va arriver à un autre nœud, ce qu'on va appeler le nœud suivant. Dans notre cas, il s'appelle le routeur, dans le cas d'un réseau informatique, d'accord? Et le routeur va faire la même chose, il va lire l'adresse IP destination, et en se basant sur sa table de routage aussi, il va décider vers quel nœud suivant le paquet va sortir, ainsi de suite jusqu'à arriver à la destination. Alors pour comprendre un peu ça, on va faire une comparaison avec la poste. On va considérer qu'on a une lettre qu'on va envoyer à 12 rue de la Liberté, Sfax, Tunisie. Alors maintenant, la lettre elle se trouve en France, à Paris, 27 rue de la Liberté. Donc comment je vais faire pour que cette lettre arrive à la destination? Donc je vais prendre cette lettre, la mettre dans la boîte à lettres, d'accord? Et c'est monsieur le facteur qui va arriver. Il va prendre la lettre dans son sac. Il va lire l'adresse destination. Donc l'adresse destination, elle est en Tunisie, elle n'est pas en France. Donc il ne va pas remettre la lettre directement à l'adresse destination, mais par contre il va la prendre à l'office des postes local. Quand je dis local, c'est relatif à 27 rue de la Liberté. Donc c'est l'office des postes qui est responsable de cette rue, d'accord? Maintenant, l'agent de la poste ici, il va lire aussi l'adresse destination, qui est 12 rue de la Liberté, Sfax, Tunisie, d'accord? Et il va décider que cette lettre doit être envoyée vers l'office des postes central de la France, d'accord, de Paris par exemple, parce que c'est elle qui est chargée d'envoyer les lettres à d'autres pays, d'accord? Donc la lettre va être transportée par exemple dans un camion jusqu'à l'office des postes central. Ici aussi, on va faire la même chose. On va lire l'adresse destination et on va décider que cette lettre doit partir dans l'avion de Tunisair, par exemple, pour arriver à l'office des postes centrales de Tunisie. Ainsi de suite. Donc vous voyez bien que cette lettre, elle traverse plusieurs nœuds dans le réseau informatique. On va appeler ça des routeurs, d'accord? Et chaque routeur va lire l'adresse destination et il va prendre une décision vers quel nœud suivant, vers quel routeur suivant le paquet va être envoyé, d'accord, pour qu'il soit reçu à la fin par l'adresse IP destination. Donc ici à la fin, le paquet va arriver à l'office des postes local de rue de la Liberté, d'accord, et c'est le monsieur le facteur qui va l'envoyer vers l'adresse destination. Donc on a exactement la même chose pour le transport des paquets TCP/IP. On a plusieurs nœuds de décision, d'accord,
c'est une de décision, faire la décision en se basant sur l'adresse destination logique. D'accord? Alors, pourquoi je dis logique? Parce que l'adresse destination physique, vous voyez bien que l'adresse destination physique de la lettre ici, c'est l'office des postes local. L'adresse destination physique ici, c'est l'office des postes central de la France, ainsi de suite. Par contre, l'adresse destination logique, qui est rue de la Liberté, Sfax, Tunisie, elle reste toujours la même, elle ne change pas. Donc on a la même chose pour le transport ou bien le routage des paquets TCP/IP. Donc voilà nos routeurs. J'ai ici la source et ici la destination, une machine qui a l'adresse IP 192.168.1.1 qui veut envoyer un paquet TCP/IP vers un serveur qui a l'adresse IP 192.168.5.1 par exemple, d'accord? Donc ma machine ici, elle a une seule carte réseau, je vais supposer ça, elle est connectée à un switch, d'accord? Le switch est connecté à un autre routeur, ce routeur R1 lui-même, il a 3 interfaces, d'accord? Donc ici le routeur, il peut faire le routage soit sur cette interface ou bien sur cette interface, d'accord, jusqu'à ce que le paquet va arriver à une destination. Alors, maintenant, on va commencer d'ici. J'ai un paquet, l'adresse IP source, c'est 192.168.1.1 et l'adresse IP destination 192.168.5.1. Est-ce que l'adresse IP destination appartient au même réseau IP de la machine? Alors pour cela, il faut revoir la première partie du chapitre TCP/IP qui dit que l'identificateur du réseau ici c'est 192.168.1.0 et ici 192.168.5.0. Donc le serveur, il n'appartient pas au même réseau IP de la machine. Donc il y a une règle qui dit que si l'adresse, si deux machines ont des adresses IP qui ne sont pas dans le même réseau IP, ils ne peuvent pas communiquer directement. Ils ont besoin d'un routeur pour communiquer. D'accord? Donc la machine ici, elle a besoin de savoir l'adresse du routeur parce qu'elle va envoyer le paquet vers une adresse IP qui n'appartient pas au même réseau local. L'adresse IP de la machine, ça c'est un autre réseau, c'est le réseau 5, ici c'est le réseau 1, d'accord, donc c'est pas le même réseau. Donc la machine, elle doit savoir comment envoyer l'adresse, le paquet IP. Donc c'est pour cela on va définir ce qu'on va appeler la passerelle. Au niveau de la carte réseau, on va définir manuellement une adresse IP qu'on va appeler la passerelle, qui est en fait l'adresse IP du routeur, le routeur le plus proche de la machine, qui sera le premier nœud qui va prendre en charge le paquet TCP/IP. De même ici, donc la même chose, quand le paquet va revenir du serveur vers la source, on a besoin aussi de définir ce qu'on va appeler la passerelle. Donc c'est quoi la passerelle? La passerelle, c'est l'adresse IP du routeur qui va nous faire sortir du réseau local, qui est ici 192.168.1.0, d'accord? Donc c'est l'adresse IP du nœud qui va nous permettre de communiquer avec d'autres adresses IP qui n'appartiennent pas au même réseau IP local. D'accord? Donc cette adresse IP, l'adresse IP de la passerelle, c'est en fait l'adresse IP du routeur. Et plus précisément de cette interface. Je vous rappelle que ce routeur a 3 interfaces, 4 réseaux. D'accord? Donc cette carte réseau qui est reliée au réseau local, vous voyez bien ici qu'on a un switch. Donc cette interface et l'interface de cette machine appartient au même réseau local. D'accord? Et ici on a la même chose, donc l'interface interne ici du routeur R4 c'est 192.168.5.254. D'accord?
Donc, on a une règle à retenir, c'est que l'adresse IP de la passerelle, elle doit appartenir au réseau local. C'est logique, puisque c'est elle qui va nous permettre de sortir de notre réseau local. Donc, elle doit être au moins connue par la machine locale. On ne peut pas avoir une passerelle qui n'appartient pas à notre réseau, parce qu'on ne peut pas communiquer directement avec une machine qui n'appartient pas à notre réseau. D'accord? Donc, deux machines ne peuvent communiquer en TCP/IP sans routeur que si elles appartiennent au même réseau IP. D'accord? C'est le cas ici. Ils appartiennent au même réseau IP, donc ils peuvent communiquer sans routeur en utilisant seulement un switch. Par contre, ici le serveur n'appartient pas au même réseau IP, donc on a besoin d'une passerelle qui est le routeur. D'accord? Comment la machine va savoir l'adresse IP de cette passerelle? C'est en la configurant manuellement dans la carte réseau de la machine. D'accord? Donc en configurant la carte réseau de la machine, on définit l'adresse IP, le masque et la passerelle pour pouvoir communiquer avec des adresses IP qui n'appartiennent pas à notre réseau local. Donc vous voyez bien ici que l'adresse IP de la passerelle, donc le routeur R4, c'est le routeur, c'est la passerelle du serveur, d'accord? Il n'appartient pas au réseau, il appartient au réseau local du serveur. Cette adresse appartient au réseau .5, même chose pour le serveur, d'accord? Alors pour simplifier, on va mettre ici l'adresse du réseau et ici .1 pour dire que cette machine a l'adresse IP 192.168.1.1 et ce routeur a l'adresse 192.168.1.254 pour simplifier le diagramme. D'accord? Ici on a la même chose avec le réseau 5. Ok? Et on a déjà parlé que les CNE de décision vont utiliser ce qu'on va appeler les tables de routage, d'accord, pour savoir comment acheminer le paquet. Donc ici, quand le paquet est arrivé au routeur R1, le routeur R1, on a déjà dit qu'il va lire quoi? L'adresse IP source ou bien destination? Ben non, c'est destination. Il va lire l'adresse IP destination, d'accord, qui est l'adresse IP du serveur. Et en se basant sur une table de routage, d'accord, il va décider sur le nœud suivant qui va prendre en charge le paquet, d'accord. Donc la table de routage, elle ressemble à quoi? Déjà, on va commencer par la table de routage du PC. Et bien même le PC a une table de routage puisqu'il utilise le protocole TCP/IP. Alors donc le PC, une fois qu'on a configuré l'adresse IP dans la carte réseau qui est 192.168.1.1 et on a défini aussi la passerelle, il va automatiquement écrire une table de routage. Vous pouvez visualiser la table de routage en tapant route print, d'accord. Donc vous voyez bien ici les paramètres de la carte réseau, comme on a bien dit, d'accord. Une fois on a configuré ces paramètres, on va aller vers la fenêtre de commande, on va taper route print et on va lire l'adresse, la table de routage. Alors qu'est-ce qu'on va lire dans la table de routage? On va lire 000 avec le masque 000. Alors je vous rappelle que cette adresse particulière représente n'importe quelle adresse IP que je ne connais pas, n'importe quelle adresse IP, d'accord. Donc n'importe quelle adresse IP que je ne connais pas, c'est-à-dire qui n'appartient pas à mon réseau local, pour arriver à n'importe quelle adresse IP qui n'est pas locale, qui n'est pas connue dans mon réseau, on va utiliser la passerelle 192.168.1.254 qui est en fait le routeur. Et pour cela, on va sortir par l'interface 192.168.1.1, c'est-à-dire ma carte réseau. Déjà, j'ai une seule carte réseau dans notre cas. Et bien sûr, pour aller vers le réseau 192.168.1.0, qui est mon réseau local, c'est-à-dire pour aller vers n'importe quelle machine de mon réseau local, point 1.2, point 1.4, point 1.10 avec le masque,
il suffit de sortir par ma carte réseau. D'accord? Donc pour communiquer avec une machine locale, j'ai pas besoin de faire passer le paquet vers un routeur, parce qu'on a dit que le routeur il sert à communiquer avec des machines qui ont des adresses IP qui n'appartiennent pas à mon réseau IP. Mais là, si je vais communiquer avec des machines qui appartiennent à mon réseau 192.168.1.0, donc j'ai pas besoin, donc il suffit de faire sortir le paquet sur ma carte réseau, d'accord? Et comme on a vu dans le chapitre LAN, en se basant sur l'adresse MAC, destination, c'est le switch qui va switcher, commuter le paquet ou bien la trame vers la machine destination. Alors la table de routage nous dit aussi que pour arriver à 192.168.1.1 qui est ma carte réseau, il suffit d'aller vers cette adresse dont on a parlé l'autre fois. On a dit que c'est l'adresse loopback, c'est l'adresse interne de la machine, c'est-à-dire que c'est une adresse IP locale sur la machine, d'accord? Donc ça c'est pas très intéressant. Ce qui nous concerne essentiellement c'est ces deux lignes, d'accord? Là c'est ce que nous concerne le plus dans la table de routage, d'accord? Alors, on va écrire la table de routage ici pour arriver à 192.168.1.0/24 qui est mon réseau local. Il suffit de sortir par l'interface I1. Alors, je vais supposer que ici j'ai une carte réseau que je vais appeler I1. Et pour aller à n'importe quelle autre adresse IP qui n'appartient pas à mon réseau IP, donc je vais passer par mon routeur qui finit par 254, c'est-à-dire 192.168.1.254. D'accord? Ça, c'est ce qui existe dans la table de routage de mon PC. Maintenant, on va voir ce qui existe dans la table de routage de ce routeur. Donc, je vais supposer que ce routeur a deux interfaces, I1 et I2, d'accord? Alors déjà, ici, le routeur, il a une adresse IP sur l'interface I1, qui est 192.168.1.254. Donc, une fois que j'ai configuré cette adresse IP sur l'interface I1, le routeur, il va écrire automatiquement que le réseau 192.168.1.0/24, il est joignable sur l'interface I1. Ce qui est logique. Donc, si le routeur veut envoyer un paquet vers n'importe quelle machine de ce réseau, il suffit de faire sortir le paquet sur l'interface I1. Maintenant, la question c'est pour I2. Qu'est-ce que je vais choisir comme adresse IP sur I2? Alors, je vais poser une question. Est-ce que vous acceptez de mettre ici une adresse IP qui appartient au même réseau? Est-ce que ici je peux écrire par exemple 192.168.1.5 par exemple ici, ou bien .1.10? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique que le routeur route vers le même réseau? Est-ce que c'est logique de trouver le même réseau sur deux interfaces? Ben non, le routeur n'accepte pas ce genre de configuration puisque ça va faire un conflit. Parce que si j'écris ici une adresse IP du réseau 1, donc il va écrire aussi que 192.168.1.0 il se trouve sur I2, ce qui va faire un conflit. D'accord? Donc imaginez que l'agent de la poste reçoit une lettre et il ne sait pas vers quel autre poste il va envoyer la lettre, parce qu'il a un conflit. Donc pour cela, l'adresse IP de I2 sur R1, elle doit appartenir à un autre réseau IP différent du réseau de l'interface I1. Donc je vais choisir par exemple 192.168.2.0 et je vais choisir ici l'adresse 254. Donc une fois que j'ai configuré l'adresse 192.168.2.254 sur I2, donc le routeur va ajouter maintenant 192.168.2.0 sur l'interface I2. Donc la règle numéro 2, on ne peut pas router entre deux interfaces qui appartiennent au même réseau IP. On ne peut pas router sur
entre deux interfaces qui appartiennent au réseau IP. C'est pourquoi j'ai choisi ici une adresse IP qui n'appartient pas au réseau 1. D'accord? Alors vous voyez bien ici la nouvelle entrée du réseau 2. Ainsi de suite. Alors la question ici, adresse IP de I1 de R2. Alors I1 de R2. Vous voyez bien ici que cette interface, elle est connectée sur ce switch et cette interface est connectée sur ce switch. Donc ces deux interfaces, elles doivent communiquer sans routeur. On n'a pas un routeur au milieu. Donc ces deux interfaces doivent appartenir obligatoirement au même réseau IP, qui est le réseau 2. D'accord? Donc ici je dois choisir une adresse IP dans le réseau de 192.168.2.253 par exemple, ou bien, d'accord? Je vais ici vous donner une idée à quoi ressemble un routeur. Donc le routeur, vous voyez bien ici qu'on a un routeur, on a deux interfaces. Voilà les deux interfaces du routeur. Chaque interface sera connectée vers un switch, d'accord? Et je vais donner une adresse IP à l'interface I1 et une adresse IP à l'interface I2, comme le cas ici, une interface IP à I1 et une interface IP à I2. I1 est relié vers un switch qui va vers le PC et I2 va être connecté à un switch qui aussi va connecter à notre routeur. Donc la configuration est simple. Il suffit de entrer sur l'interface que je vais appeler ici Fast Ethernet 0 et d'écrire l'adresse IP 192.168.1.254. D'accord? Donc vous voyez bien que cette adresse IP appartient au réseau 1, alors que l'autre adresse IP, l'autre interface, d'accord, que je vais appeler ici Fast Ethernet 1, elle appartient au réseau 2. Donc la configuration, elle varie bien sûr d'un routeur à un autre. Là j'ai pris l'exemple des cas des routeurs Cisco pour vous donner une idée comment configurer un routeur. Donc là c'est vraiment brièvement, d'accord. Donc je vais choisir ici 253, d'accord, une adresse IP du même réseau, le réseau 2. On va obtenir ainsi la table de routage de R2 qui est 192.168.2 sur l'interface I1, d'accord. En utilisant le même raisonnement sur le routeur R1, on va choisir ici un réseau 3 sur l'interface I2. Donc je vous rappelle que I1 et I2 ne doivent pas appartenir au même réseau IP. C'est pourquoi j'ai choisi ici le réseau 3. D'accord. Je vais choisir par exemple ici 253. Et puisque ces deux interfaces doivent communiquer directement sur le routeur, donc l'interface I2 de R3 doit appartenir au réseau 3. Donc je vais choisir ici 254. Alors bien sûr vous comprenez que je ne peux pas choisir 253. Sinon je vais avoir ce qu'on va appeler un conflit d'adresse. D'accord, je ne peux pas avoir deux interfaces qui ont la même adresse IP. Ce qui est logique, d'accord. Et on va continuer aussi pour R3. Donc on va choisir ici le réseau 4 parce qu'on ne peut pas router entre R3 et entre le réseau 3 et ici le réseau 3. Donc je vais choisir ici le réseau 4. Je vais choisir ici 253, 254 ici, ainsi de suite jusqu'à arriver à la destination. Et on va finir par la table de routage du serveur. Le serveur, il a une adresse IP qui est 192.168.5.1. Donc il va écrire dans la table de routage que le réseau 5 est joignable sur l'interface I1 qui est la carte réseau du serveur, et que n'importe quelle autre adresse IP qu'il ne connaît pas, il peut communiquer avec elle en utilisant le routeur, la passerelle qui est .254. D'accord. Donc ça c'est a priori les tables de routage qui existent sur
les routeurs et nos machines. Maintenant, on va prendre un paquet, d'accord, qui va sortir de ce PC et qui va aller vers notre serveur. Et on va voir comment ce paquet sera routé. Alors, comme on a dit, chaque machine va lire l'adresse IP destination. L'adresse IP destination 192.168.5.1. Est-ce que cette ligne peut nous donner une route? Ben non, l'adresse IP destination ici n'appartient pas à ce réseau. Donc cette ligne ne me sert à rien. Alors, je vais utiliser donc cette ligne qui me dit n'importe quelle adresse autre IP. Pour communiquer avec elle, il suffit de faire passer le paquet à l'adresse 192.168.1.254 qui est mon routeur, d'accord. Donc le paquet sera, il va sortir par ma carte réseau, il va être commuté par le switch et arriver à mon routeur qui est 192.168.1.254. On va voir par la suite comment faire pour que ce paquet arrive au routeur. Donc on va accepter maintenant que le paquet va arriver vers le routeur et à la fin de cette vidéo on va voir comment la machine fait pour que le paquet arrive au routeur. Alors le paquet est arrivé ici, le routeur R1 va lire l'adresse IP destination 192.168.5.1. Il va lire la table de routage. Est-ce que cette ligne donne une route vers le réseau 5? Ben non. Est-ce que cette ligne donne une route vers le réseau 5? Ben non. Ici c'est le réseau 2, ici le réseau 1. Alors qu'est-ce qu'il va faire le routeur dans ce cas? Donc si le routeur a cette table, normalement il doit rejeter le paquet puisqu'il n'a pas de route, il ne sait pas comment faire pour que le paquet arrive à la destination. C'est pourquoi on a besoin d'ajouter ici une autre ligne manuellement cette fois. Je vous rappelle que ces deux lignes ont été construites automatiquement par le routeur. Il suffit d'écrire l'adresse IP sur I1 et I2 pour que le routeur écrit ça dans sa table de routage. Maintenant c'est à nous, comme étant administrateur du routeur, d'ajouter une autre ligne dans la table de routage pour informer le routeur R1 comment faire pour router vers le réseau 5. Donc on va écrire manuellement pour aller à 192.168.5.0. Il faut faire passer le paquet vers le nœud suivant, qui est R2, donc vers 192.168.2.253. D'accord. Et bien sûr, le routeur, il peut communiquer avec le point 2.253. Pourquoi? Parce qu'il a déjà une interface dans le réseau I2, d'accord. Donc pour arriver à 2.253, il sait que cette adresse appartient à ce réseau, donc il suffit de faire sortir le paquet par I2. D'accord. Alors ici, il ne faut pas écrire l'autre adresse IP qui est 3.253. Si on va écrire ici 3.253 qui est l'adresse de I2 de R2, ça ne va pas marcher parce que R1 va tomber dans le même problème. Il ne sait pas comment communiquer avec le réseau 3. Par contre, ici, en écrivant .2.253, il sait communiquer avec le réseau 2 puisqu'il a dans sa table de routage cette ligne. Donc le paquet va arriver à R2. Le paquet arrive à R2. R2 va lire l'adresse IP destination. Il va lire aussi les lignes. Est-ce que cette ligne donne une route vers le réseau 5? Non. Ici, non. Donc c'est à nous, en tant qu'administrateur du routeur R2, d'ajouter manuellement dans la table de routage de R2 une ligne qui informe le routeur R2 pour arriver au réseau 5. Il suffit de faire passer votre paquet vers le routeur R3.
et plus précisément vers l'adresse IP 192.168.3.254. D'accord? Pourquoi choisir cette adresse IP? Parce que le routeur R2 sait communiquer avec 3.254 parce qu'il a une entrée vers le réseau 3. Ainsi de suite, on va faire la même chose avec le routeur R3, on va faire la même chose avec le routeur R3. Le paquet va arriver en fin de compte vers R4. Maintenant, quand le paquet va venir vers R4, donc R4 va lire l'adresse IP destination qui est 5.1. Est-ce qu'il a une entrée vers le 5.1? Ça c'est le réseau 4 et ça c'est le réseau 5. Oui, il a une entrée vers le réseau 5. Donc il suffit de faire passer le paquet vers l'interface I1 pour qu'elle arrive au serveur. Donc ici vous voyez bien qu'on n'a pas besoin d'ajouter ce qu'on appelait une route statique, comme on a fait ici. D'accord? Donc ça s'appelle des routes statiques. Donc ici, au niveau du routeur R4, vous comprenez qu'on n'a pas besoin d'ajouter une route statique, puisque déjà le routeur contient dans sa table de routage une route vers le réseau 5. Alors, comment écrire une route statique? Là, c'est juste pour vous donner une idée. Il suffit de taper IP route et puis le réseau destination, qui est ici le réseau 5. Alors, pour arriver au réseau 5, il faut faire passer le message, bien le paquet, vers le nœud suivant. Et là, on écrit l'adresse IP du routeur suivant, le nœud suivant, d'accord? Donc IP route, ici c'est le cas du routeur R1, d'accord, le routeur R1. Donc pour arriver au réseau 5, il faut aller vers le 2.253. Pour arriver au réseau 5, il faut faire passer le paquet vers le 2.253. C'est juste pour vous donner une idée comment écrire une route statique. Maintenant j'ai une question. On a compris comment le paquet voyage et plus précisément comment le paquet sera routé d'un nœud à un autre jusqu'à arriver à la destination. Mais maintenant dans la vie réelle, comment la machine connaît l'adresse IP destination? Alors je peux imaginer que ma machine connaît son adresse IP à elle-même, puisqu'elle est configurée dans la carte réseau de la machine. Mais comment, moi si je vais ouvrir mon navigateur et écrire par exemple www.monsiteweb.com, comment ma machine va connaître l'adresse IP destination de ce site web? D'accord? Donc je vais supposer que le serveur monsiteweb.com il est local. Pour simplifier les choses, on va supposer que ma machine qui est 192.168.1.2, elle a l'adresse MAC M2, et là c'est mon serveur 192.168.1.1 qui a l'adresse MAC M1. Et la question maintenant, c'est que quand cette machine va envoyer une demande de connexion vers le serveur, alors rappelez-vous bien de la trame. On a dit que la trame, on trouve l'adresse MAC source, l'adresse MAC destination, l'adresse IP source et l'adresse IP destination. Alors l'adresse MAC source c'est M2, elle est configurée sur ma carte réseau, et l'adresse IP source c'est 192.168.1.2. Donc je les connais. Maintenant, pour faire toute cette histoire de routage, j'ai besoin de savoir l'adresse MAC du site web, puisque là je vais communiquer directement. Alors ici vous voyez bien que le serveur appartient au mon réseau IP, donc j'ai pas besoin de passer par des routeurs. Donc la question c'est comment trouver l'adresse MAC du serveur, mais surtout comment trouver l'adresse IP du site web. Donc la première question sur laquelle on va se concentrer, c'est l'adresse IP du site web. Comment trouver en cas général l'adresse IP de la destination, d'accord, pour pouvoir faire toute cette histoire de routage. Donc vous voyez bien ici que on a un paquet
qui va aller vers une adresse IP destination. Donc la question ici, c'est que comment la machine trouve l'adresse IP destination. Pour cela, on a besoin de ce qu'on va appeler un serveur DNS. C'est quoi un serveur DNS? C'est un serveur qui fait la conversion entre nom et adresse IP. Alors je vais supposer que j'ai un serveur DNS qui a l'adresse IP .1.3, donc qui appartient à mon réseau local. Donc l'étape numéro 1, c'est la résolution du nom du site, c'est-à-dire la conversion du nom à une adresse IP. Donc j'ai besoin de ce serveur, d'accord, et je vais poser la question à ce serveur. Donc ça c'est mon adresse IP. Je vais poser la question à l'adresse au serveur. Donc ça c'est l'adresse IP de mon serveur DNS. Je vais lui dire, je cherche l'adresse IP du serveur www.monsiteweb.com. S'il vous plaît, si vous connaissez cette adresse IP, donnez-la à moi. Alors, on peut aussi poser la même question. Comment trouver l'adresse IP de mon serveur DNS? Alors, pour cela, là, on n'a pas le choix. On doit configurer l'adresse IP du serveur DNS manuellement dans la carte réseau. D'accord? Donc, c'est au niveau... donc, ça, l'adresse IP du serveur DNS, elle est prédéfinie dans la carte réseau. Ainsi, je vais poser... Donc, vous voyez bien ici... On précise l'adresse IP du serveur DNS. Donc chaque fois que je vais me connecter vers un site web, mon PC il va se connecter, il va envoyer plutôt une question au serveur DNS 192.168.1.3. Donc je connais l'adresse IP destination et je vais lui poser une question. Lui bien sûr il a déjà une table qui contient cette translation, d'accord. Il va m'informer que l'adresse IP destination de votre site web est .1.1. Ainsi, je peux formuler l'adresse IP du site web. D'accord. Maintenant, il nous reste une question. C'est comment retrouver, par exemple, ici pour communiquer avec le serveur DNS, comment trouver l'adresse MAC, puisque c'est le switch qui va commuter la trame en se basant sur les adresses MAC. Donc je vous rappelle ici que le switch il ne regarde pas les adresses IP, le switch regarde l'adresse MAC destination. De même ici, quand je vais communiquer avec le serveur, j'ai besoin de connaître l'adresse MAC du site web pour que le switch commute le paquet vers le switch web. Donc la deuxième question, une fois on a répondu à la première question, comment faire la conversion du nom du site à l'adresse IP. Maintenant l'autre question c'est comment retrouver l'adresse MAC de la machine avec laquelle je veux communiquer. Pour cela on va utiliser un autre protocole qui s'appelle le protocole ARP, d'accord. Alors, c'est quoi le protocole ARP? C'est le fait de poser une question. Mais à qui cette question? C'est une question qui s'adresse à toutes les machines locales. C'est pourquoi ici l'adresse MAC destination c'est FFFFF. Donc, je vous rappelle que ça c'est l'adresse de la diffusion au niveau du switch. C'est-à-dire le switch, quand il voit cette adresse, il va envoyer la trame à toutes les machines ici. Et la question c'est mon adresse IP est .1.1. Je demande à la machine .254 de m'envoyer son adresse MAC. Ainsi, toutes les machines vont recevoir cette question et sur le routeur qui contient cette adresse IP, c'est lui qui va répondre à la machine, d'accord, en lui précisant l'adresse MAC, d'accord. Donc ici, on voit bien la réponse du routeur R1 qui dit mon adresse IP est 254 et mon adresse MAC est M1. Ainsi, la machine peut communiquer avec le routeur. Donc, vous comprenez maintenant qu'il y a deux phases. La phase numéro 1, c'est la conversion du nom du site vers l'adresse IP. Une fois qu'on a obtenu l'adresse IP, on va faire une requête ARP qui se base sur l'adresse IP et qui demande l'adresse MAC. Donc toutes les machines vont entendre cette question et seule la machine concernée va répondre en précisant son adresse MAC. Ainsi on peut formuler l'adresse MAC source, l'adresse MAC destination, adresse IP source, adresse IP destination. Puis on aura toute cette histoire de routage qu'on a vu avec les tables de routage et
route statique, ainsi de suite. Alors juste ici, une remarque pour visualiser la table ARP au niveau de la machine. Vous pouvez taper ARP-A qui contient ce mapping entre adresse IP et adresse MAC ou bien adresse physique. Vous voyez bien ici que l'adresse MAC a été obtenue dynamiquement, c'est-à-dire par une requête de cette façon. C'est pas quelque chose qui a été entré statiquement manuellement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère maintenant que le routage est clair et dans la prochaine vidéo on va faire un peu de travaux pratiques. Merci pour votre attention et au revoir.